Je passe désormais la parole à Anne Billy. Vous êtes docteur en histoire de l'art du Moyen-Âge, spécialiste des enluminures dans les manuscrits de chant grégorien et travaillez aujourd'hui comme chargée d'études historiques pour les périodes médiévales et modernes au sein de la conservation des musées et des expositions du département de la Vendée. Vous intervenez sur le sujet « Les vitraux des églises de la Vendée, une ressource pour son histoire ?» Point d'interrogation. Vous avez donc 20 minutes pour évoquer ces vitraux, ces éléments visibles du patrimoine religieux ô combien précieux. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci aux organisateurs du colloque. Vous avez dû remarquer que ce titre est déjà problématisé. Au départ, l'étude des vitraux des églises de Vendée est une recherche un peu à part, car elle n'a été suscitée par aucune problématique au sens ensemble de problèmes, ou plutôt de questions se posant sur un sujet. Il s'agissait simplement, entre guillemets, de réaliser un inventaire de l'ensemble des églises paroissiales de Vendée, afin d'alimenter une base de données dans le but de créer une carte interactive destinée aux visiteurs du centre du vitrail, ouvert à Mortagne-sur-Sèvre. Donc hier, on parlait d'usage compatible. Donc là, c'en est un exemple. Je sais qu'on y reviendra, on en reparlera. Cette église donc, a été sauvée et allie à la fois donc, aujourd'hui le lieu de culte que vous pouvez voir à gauche et puis différents espaces ensuite dédiés au vitrail. Les lieux, les activités se partageant en fonction des saisons. Alors là, je vous ai mis quelques exemples aussi, on vous parle de l'art du vitrail. Et dans ce lieu, donc dans ce centre vitrail, il y a une carte interactive que vous pouvez voir ici. Et pour pouvoir réaliser cette carte interactive, il fallait en amont réaliser une base de données répertoriant les vitraux des églises paroissiales de Vendée. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le travail des abbés Joseph Renaud et Claude Arignon, qui avaient pour projet de publier un ouvrage sur ce thème, mais qui sont décédés avant de pouvoir terminer le projet. Donc, je leur rends un petit peu hommage aussi aujourd'hui. Donc, concrètement et rapidement, comment ce travail d'inventaire s'est-il déroulé ? Il s'agissait de se rendre dans toutes les églises paroissiales du département, de dessiner le plan de l'édifice, d'y replacer les vitraux, de prendre la photo de chaque vitrail, et dans un second temps, quand il fait un petit peu meilleur, donc au bureau, de prendre le temps de regarder en détail le vitrail pour en trouver la thématique, le nom du maître verrier, la date, etc. Notons dès à présent que si la carte interactive, sur cette carte, figure uniquement les vitraux historiés, c'est-à-dire ceux qui présentent des personnages, auxquels on a rajouté ceux contenant des dédicaces, qui sont souvent le commanditaire, qui est le plus souvent le financeur. On a également inclus dans la base de données les vitraux présentant donc, le monogramme du Christ ou de la Vierge. La base de données dans son ensemble, elle fait figurer l'ensemble des verrières, soit les vitraux historiés, mais également les vitraux géométriques et ornementaux, ce qui aura son importance ensuite lorsqu'il s'agit d'analyser l'ensemble des données. Donc là, je vous ai fait un petit export de la base de données. Et si les 11 premiers champs, plus le champ observation-inscription, renseignent sur ce que l'on nomme le premier degré de lecture, la quantité d'informations qu'ils délivrent attend d'être complétée, analysée et, j'oublie pas le dernier mot, et mise en perspective. En effet, certaines questions n'ont pas reçu de réponse à ce jour lorsqu'on a fait la base de données, et pour y remédier, la poursuite de l'étude vient d'être engagée. Les données de cette première base sont entre autres confrontées aux sources textuelles qui ne manquent pas. D'abord les imprimés, avec la série des chroniques paroissiales et les périodiques religieux comme le bulletin diocésain, les cartes postales anciennes, les journaux de tout type. Et ensuite, tous les vitraux n'étant pas signés ou datés, il faut aussi recourir aux archives paroissiales, aux archives personnelles des maîtres verriers lorsqu'elles ont été conservées, et qui renferment parfois des esquisses, des cartons, des patrons, ayant servi à la réalisation d'un vitrail. Et on peut aussi retrouver, je suis allée un petit peu trop vite, donc la correspondance établie entre donc, le commanditaire de l'œuvre et le maître verrier. Donc lorsque ces pistes sont infructueuses, on passe à la comparaison stylistique des vitraux, qui permet, alors tout en gardant la réserve nécessaire, d'attribuer à tel ou tel maître verrier la paternité d'un vitrail. Vous savez que le trait, le style, la composition d'une image, le mouvement, la couleur, tout ceci constitue l'identité stylistique propre à chaque artiste.
Donc vous le voyez, reprendre la recherche consiste à creuser le sujet et à dépasser le simple, alors simple évidemment toujours entre guillemets, constat, alors qui est essentiel pourtant des termes iconographiques, des dates et des mètres verriers. S'ensuit l'élaboration de problématiques dont les réponses ne pourront être trouvées qu'en replaçant cette étude dans l'histoire générale de l'Église et dans celle plus précise de chaque édifice, dans l'histoire générale de la fabrication des vitraux et dans celle plus spécifique de chaque atelier de maître verrier, également dans les contextes historiques, politiques ou artistiques des époques traversées par l'objet ici donc de l'étude, le vitrail, et on va aussi procéder à des comparaisons nécessaires avec ce qui se pratique en dehors des limites géographiques du département. Toutes ces recherches et mises en perspective sont indispensables pour écrire l'histoire des vitraux des églises de Vendée et pour comprendre les motivations qui ont poussé ces hommes à offrir à celle-ci une telle ornementation. Par ailleurs, peut-être dévoileront-elles, sans doute, quelques spécificités vendéennes, mais pour l'instant, rien ne permet de le dire, la recherche est en cours. Malgré tout, il est possible de livrer quelques-unes des premières réflexions soulevées par l'analyse de la base de données réunissant les vitraux des quelques 312 églises paroissiales de Vendée ici répertoriées, auxquelles s'ajoute la chapelle des Filles de la Sagesse dont il a été fait mention précédemment, donc à Saint-Laurent. Alors, la demande initiale étant de s'intéresser uniquement aux églises paroissiales, les chapelles privées et celles des congrégations religieuses vendéennes ont été délibérément soustraites de cet inventaire, excepté celle des Filles de la Sagesse, dont la singularité conférée par l'ampleur et la qualité de son programme iconographique explique qu'elle ait été retenue pour cette étude. Cependant, l'absence des autres ne traduit aucunement un manque d'intérêt, bien au contraire. Une étude mériterait bien évidemment de leur être consacrée. Cette absence reflète plutôt la cohérence du corpus. Je m'explique. Puisque les destinataires qui fréquentent les églises paroissiales sont des fidèles laïcs, ce ne sont pas les mêmes qui fréquentent les églises de congrégations religieuses. Donc les programmes iconographiques des vitraux ont par conséquent des orientations spécifiques, étant donné que les destinataires ne sont pas les mêmes. Donc là, on va s'intéresser dans un premier temps aux églises paroissiales. Quelques chiffres permettent de se faire une idée quand même plus précise de la quantité de matière ici rassemblée. Je ne vais pas vous assommer avec beaucoup de chiffres, n'ayez crainte. Les 312 édifices répertoriés dans cette étude comptabilisent au total, vous retenez 5000, ce sera plus simple, 5000 verrières. Donc le tableau contient plus de 8000 lignes. Il faut avoir une bonne vue pour pas... Voilà. Donc on a à peu près 5000 vitraux, dont 2613 vitraux historiés, ce qui représente à peu près, on va dire, 55% du corpus. La seconde moitié constituant des verrières claires, ornementales, ou encore des verrières géométriques. Autrement dit, des vitraux qui sont dépourvus d'iconographie. Je suis en train de me dire que j'aurais pu mettre aussi quelques exemples des vitraux, donc des Filles de la Sagesse. Alors, malgré ces lacunes, certaines généralités peuvent être soulignées. La grande majorité des vitraux des églises de Vendée ont été réalisés entre 1850 et 1960. Certains ayant toutefois été produits avant et après cette période de forte activité. On compte environ 70 maîtres verriers, ateliers, cartonniers, artistes, j'englobe tout ça, qui ont œuvré sur le territoire vendéen, avec de grandes disparités quantitatives, allant de la production d'une seule verrière pour l'ensemble du territoire, comme ici pour le maître verrier parisien Louis-Jacques Galland au Boupère, à des dizaines, voire des centaines, pour le compte d'autres vitraillistes, comme ici Antoine Meuret, donc maître verrier à Nantes. Toutes les verrières n'ayant pu être datées avec précision, difficile de nommer la plus ancienne d'entre elles. Mais il est certain que les églises vendéennes ne présentent pas de vitraux antérieurs au XIXe, et ceci pour plusieurs raisons. Alors le premier, un vandalisme que l'on pourrait qualifier d'historique, puisque issu de différents conflits ou périodes de troubles ayant particulièrement ébranlé le territoire. Donc les guerres de religion, la Révolution française, la guerre de Vendée ou la querelle des inventaires de 1906.
événements au cours desquels casser un vitrail permettait aux autorités de pénétrer dans les églises occupées par les paroissiens. Ça, on en a de nombreux témoignages. Mais elle relève aussi cette disparition d'un vandalisme stupide, passez-moi l'expression, consistant à confondre les vitraux avec des cibles potentielles, ou bien une porte d'entrée plus facile à forcer que la porte principale afin de pénétrer dans l'église en vue de dérober quelque objet liturgique. Tout ceci sans parler de la pollution atmosphérique ou des événements météorologiques violents comme les tempêtes, dont les témoignages parsèment les journaux des différentes époques et qui, par la force du vent, de la grêle, comme à Maillezais en 1832, alors je parle de l'église paroissiale, en 1832, ou par la chute d'un arbre, peuvent quelquefois provoquer la destruction d'un vitrail. Au-delà de ces événements navrants, si le vaste mouvement de reconstruction des églises au XIXe s'accompagne en parallèle de la destruction des édifices anciens, il engendre de fait la destruction puis la création de nouveaux vitraux. Malgré le recyclage des verres largement pratiqué par les maîtres verriers. Alors ça, c'est très intéressant aussi dans les courriers. Le recyclage ne date pas de... On n'a rien inventé, quoi. Ce phénomène de reconstruction est tel que la production accrue de verres nouveaux est indispensable. Or, la qualité des verres produits à cette époque étant souvent de moindre qualité, la dégradation plus rapide du vitrail entraîne le changement prématuré de la verrière, jusqu'à parfois seulement quelques dizaines d'années après la pose du premier vitrail. Et le nouveau vitrail proposé ne reprend pas toujours le thème ou la technique initialement employée. Parce que des fois, dans les archives, je vais trouver un thème iconographique sur un vitrail, et celui que j'ai sous les yeux, qui date de 10 ans plus tard, n'est pas le même. Et quand vous vous replongez après dans les archives, vous comprenez tout ce qui s'est passé. Le devoir de mémoire peut également engendrer la création ou le remplacement d'un vitrail. En effet, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l'historiographie va s'enraciner dans le vitrail. Autrement dit, la commémoration d'événements plus ou moins récents est intégrée au programme des vitraux, comme c'est le cas en Vendée pour la guerre de Vendée, mais événements que l'on commémore également en Maine-et-Loire ou en Deux-Sèvres. Et puis, on commémore aussi la guerre de 1870 ou encore la Grande Guerre. Alors après les questions matérielles, financières ou commémoratives, des réformes liturgiques ont pu engendrer la création, voire le remplacement de certaines verrières. On en a beaucoup parlé hier, notamment du Concile de Trente et du Concile Vatican II, donc finalement je m'inscris dans les pas de mes prédécesseurs. Donc par exemple, lorsque le Concile de Trente réaffirme notamment la doctrine de la transsubstantiation ou encore le culte des saints, le retable, on en a aussi parlé, devient un élément central dans la liturgie catholique. Et dans cette mise en scène savante qui vise à diriger l'œil du fidèle vers le tabernacle qui contient les hosties consacrées, ou à présenter aussi le martyre d'un saint, les vitraux doivent non seulement s'effacer devant ce mur historié qui est situé à l'arrière de l'autel, mais ils doivent aussi laisser entrer la lumière pour éclairer le retable et faciliter l'observation de celui-ci dans ses moindres détails. Donc avec cette nouvelle liturgie, beaucoup de vitraux confectionnés notamment à la fin du Moyen-Âge et qui sont souvent qualifiés de sombres, sont remplacés par des verrières beaucoup plus claires et fréquemment moins fournies en iconographie. Donc nous, on n'a pas forcément ces témoignages-là en Vendée, mais on peut supposer qu'il s'est passé donc la même chose. Au XXe siècle, l'application de certains préceptes du Concile Vatican II peuvent également expliquer le remplacement de vitraux anciens ou leur création lorsque les édifices en étaient dépourvus. En effet, en faisant de la lumière un outil au service de la liturgie, le vitrail devient un créateur d'atmosphère davantage qu'un support de l'image. Et donc, les dalles de verre colorées incrustées dans des supports de béton offrent aux fidèles une atmosphère propice à son cheminement personnel de la terre vers le ciel, ascension facilitée par la progression des couleurs à dominante froide comme le bleu vers celle à dominante chaude comme le rouge. Là, je vous ai mis la chapelle Sainte-Thérèse à la Faute-sur-Mer. Alors, si vous allez dans la chapelle, elle n'est pas aujourd'hui si sombre que ça.
L'idée, c'est juste pour que vous voyiez davantage les couleurs. Et il y a eu un montage qui permet de vous voyez un petit peu cette dominante bleue et dominante rouge et la progression des couleurs. C'était pour illustrer le propos, mais si vous y allez aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Si les raisons de création ou de remplacement d'une verrière sont multiples, les techniques employées pour leur réalisation le sont tout autant. Alors, reflet des tendances de l'époque, du goût et du savoir-faire du maître verrier, les vitraux des églises de Vendée sont représentatifs des pratiques usitées entre 1850 et aujourd'hui dans le reste de la France. Ainsi, dans les églises de Vendée, on trouve des vitraux tableaux. Excusez-moi, je souris car c'est un hommage à mon cher collègue ici dans la salle. Il se reconnaîtra. On a aussi des vitraux donc, archéologiques, comme ici à angle, ou bien ce qu'on appelle des murs lumineux réalisés donc, selon la technique de la dalle de verre colorée, enchâssée dans du béton. Concernant les sujets, certains sont typiques de ceux traités aussi dans le reste de la France, tandis que d'autres illustrent des particularités liées à l'histoire vendéenne. Parmi les sujets représentatifs de la foi de cette époque, on retrouve, comme partout ailleurs, une catéchèse classique, centrée sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans cet enseignement, donc, les épisodes de l'Ancien Testament préfigurent toujours ceux majoritaires du Nouveau Testament. Alors, particulièrement les épisodes de la vie du Christ depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. L'ambiance religieuse de cette époque est ensuite marquée par la présentation de l'histoire sainte de l'Église à travers des épisodes de son histoire générale, mais aussi par l'affirmation du statut de fille aînée de l'Église de la France à travers des événements comme le baptême de Clovis, la représentation des rois de France, comme Saint-Louis, Jeanne d'Arc, etc. Les saints universels sont aussi des thèmes retenus pour parer les vitraux, tout comme les exemples de vie chrétienne fondés sur les sacrements et les valeurs morales que sont le travail, la famille, etc. La pratique dévotionnelle était également vivement encouragée grâce à la mise en avant de thèmes liés à la vie et à l'importance des confréries comme celle du Saint-Sacrement, l'importance des pèlerinages comme ceux de Lourdes et de la Salette, donc là ça tombe bien, vous avez les deux sur le même vitrail des Brousilles, ou à des dévotions particulièrement appuyées comme celle du Sacré-Cœur, qui, malgré une adoration largement répandue dans toute la France, résonne quand même de manière singulière en Vendée, dès lors que Monseigneur Collet ordonne la consécration du diocèse de Luçon au Sacré-Cœur le 15 octobre 1870. L'histoire religieuse de la Vendée est aussi illustrée par le passage de saints régionaux ou fondateurs historiques qui sont venus évangéliser le Bas-Poitou. On a parlé de Saint-Hilaire, on a parlé de Saint-Martin, ou par des saints ayant eu une vocation plutôt locale, comme Saint-Pian à Maillé. On ne s'était pas concerté. 2 minutes, j'ai presque fini. Donc voilà. Donc c'est le même. Et je ne parlerai pas de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, Marie-Euphrasie Pelletier, etc. Au-delà des aspects chronologiques, thématiques ou d'auteurs, qui sont établis donc à l'échelle d'un vitrail et de tous ceux présents dans un édifice, les questions posées par l'étude de l'ensemble des vitraux des églises de Vendée sont nombreuses. Prenons le cas, je vais en faire quelques-unes, prenons le cas des maîtres verriers. On peut se demander quelles sont les raisons qui expliquent le choix d'un maître verrier plutôt qu'un autre. Est-ce que les architectes ou les curés avaient l'habitude de travailler avec certains d'entre eux? Que signifie la répartition de leur production sur leur territoire? Comment expliquer l'absence de maîtres verriers vendéens au XIXe siècle? Que dire du style de ces différents ateliers et de son évolution au fil des années, etc. Autre question intéressante, celle du financement des travaux. En effet, financer toutes ces reconstructions ou constructions demande des capitaux conséquents. Et lorsque l'argent vient à manquer, les autorités religieuses n'hésitent pas à repousser ultérieurement à la réalisation du nouveau programme architectural l'ajout de ce qui peut être perçu comme des éléments d'embellissement. Répondre ou tenter de répondre à ces différentes interrogations, n'est-ce pas tenter de dresser le portrait d'une société religieuse qui évolue et dont l'histoire s'écrit à travers la production de ses vitraux? Et je conclurai. Essayez de saisir aujourd'hui toutes les subtilités que revêt l'installation des vitraux dans les églises de Vendée depuis le XIXe siècle, sous-entend donc que leur examen soit nécessairement mené à des échelles différentes, chronologiques, thématiques, stylistiques,
théologiques, liturgiques, etc., etc. Cependant, il reste primordial de ne pas oublier que le vitrail reste avant tout une émotion et que, je cite, « l'on pourra tenter toutes les analyses techniques ou stylistiques sur le vitrail, on ne rendra jamais assez compte de l'exceptionnel pouvoir de fascination que cet art monumental, en relation étroite avec l'architecture, exerce sur nous. » Donc je vous inviterai à rentrer dans les églises. Et vous pouvez être étonné par ce que vous verrez, notamment sortez des sentiers battus dans les petites églises. Là, je vous ai mis Champagné-les-Marais. Alors, je suis désolée parce que la lumière ici se trouve juste sur le périsonium du Christ. Enfin bon, vous retrouvez la Trinité. Et là, Usuro s'est inspiré de l'artiste de la Renaissance Dürer pour faire son vitrail. Et le même Usuro, 20 ans plus tard, va s'inspirer de Murillo, donc ce peintre espagnol, pour réaliser l'Assomption de la Vierge. Et pour terminer, voilà, je vous remercie. Bien, Madame Billy, un très grand merci pour cette communication, cette histoire, ce portrait d'une société religieuse vendéenne à l'aune de ses vitraux.